Well, I hardly know how to answer that since they misinterpret that, meaning I'm not in inches or something. I hope it will be a good picture. 20th Century Fox selected him, and I have director approval, and they asked if I would. Ce livre est une somme de plusieurs gageures en fait. Il y a la gageure de faire un livre à plusieurs, qui est une sacrée gageure. Et la gageure aussi de faire un livre, un beau livre, qui ne soit ni un livre qu'on lit avec des illustrations qu'on ne regarde pas comme des œuvres, ni un livre d'art dont on ne lit jamais le texte, à moins d'être féru justement de beaux-arts. Et là, l'idée, c'était de réaliser cette espèce de mariage entre un texte et des œuvres visuelles qui ne se mangent pas l'un l'autre, qui se regardent et qui se respectent et qui se laissent vivre et respirer, et qui en plus se nourrissent et s'enrichissent de leur conjugaison. Donc on a un livre avec des images qui ponctuent un texte, des images qui sont en fait une série de 36 dessins de Anne Gourouben, et le texte d'Olivier Steiner, qui lui-même est assez fragmentaire au sens je dirais, d'une sorte d'impressionnisme de la sensibilité, avec des petites bulles d'échappée en dehors de ce contexte dans lequel se situe tout de suite le drame, si on peut dire, c'est-à-dire le 5 août 1962, le jour de la mort de Marilyn, où on retrouve son corps dans sa maison, où la foule commence à s'attrouper, où les policiers viennent, le médecin légiste. Le corps ensuite est acheminé vers la morgue, puis vers la chapelle. Et pendant toute cette procession, on a des bulles de champagne, on a des visions des dernières photos de Marilyn, elle à la plage, elle avec ses amis, elle au téléphone, elle dans son bain. Tout ça qui donne énormément de vie et de légèreté et de fraîcheur à ce texte qui est tout sauf funèbre, bien qu'il s'ancre dans ce dernier jour. Donc les images, comme je l'ai dit, sont une série de 36 dessins dont on a l'intégralité à la fin dans un petit... comment dire, petite chose à volant. Un leporello. Voilà. Joli. Parce que c'est justement, on voulait aussi que l'intégrité de l'œuvre d'Anne soit respectée dans son ensemble et dans son autonomie. Les deux œuvres ont été faites de façon presque parallèle. Olivier travaille depuis des années sur Marilyn. Anne a travaillé pendant plusieurs mois sur ses dessins, à des moments où ils étaient totalement isolés de par les choses, parce qu'en fait c'était la période du Covid. Ils se sont retrouvés avec deux œuvres dont ils ont décidé un jour de faire un livre. Et au miracle, avec une petite maison d'édition de rien du tout, qui est à Genève et qui s'appelle les éditions Métropolis. Donc pour disons, entrer dans la matière du livre, je vous propose qu'on entende les mots de Anne qui accompagnent cette série qui s'appelle Ensemble, Nous Marilyn, et on voit comment elle a abordé aussi bien le personnage que son travail graphique, pictural et artistique. Nous, Marilyn. Le hasard d'une écoute. Marilyn, dernière séance. France Culture, août 2012. Je suis triste et bouleversée. Le hasard d'une proposition. Tu me fais un portrait de Marilyn pour juin 2020, décembre 2019. C'est ainsi qu'elle est entrée dans ma vie pour des mois, 1 an, 2 ans. D'abord, j'ai commencé par réécouter ces émissions. Puis j'ai regardé toutes les vidéos que je pouvais trouver sur Internet. Des entretiens filmés surtout, quelques films. Je l'ai cherché des jours, des semaines. J'ai réécouté sa voix. J'ai plongé dans son histoire en lisant tous les livres que je trouvais, dont ces fragments publiés. Il était exclu
que je vole certains des innombrables portraits photographiques d'elle parus dans la presse ou les livres. Je n'avais que les captures d'écran pour tenter de saisir autre chose que la pose dont elle avait l'absolue maîtrise face au photographe. Dessiner Marilyn, ça ne peut pas se faire en un dessin. Elle est trop changeante, mobile, elle bouge trop. La saisir, enfin essayer, nécessite des approches multiples, des angles différents. Il fallait que je la voie bouger, que je puisse saisir des expressions fugaces, des gestes furtifs, une vérité autre que celle qu'elle choisissait elle-même pour se dissimuler. J'ai commencé plusieurs dessins en même temps. Plus je dessinais, plus je me sentais proche d'elle, et plus je retrouvais en elle des amis disparus qui me sont chers. Combien de fois ai-je pensé à Martine Broda, poète. Marilyn, la misfit, n'est pas une étrangère au borderline que nous sommes. Dessiner est mon mouvement premier. Il est archaïque, il est sauvage, il ne peut exister sans rencontre fondamentale. S'il figure, il ne peut illustrer. Il se condamne à la solitude, mais sa solitude est sa seule chance. Cette liberté space chère, je l'ai payée au prix fort. J'y tiens, elle est ma verticalité. À travers ces portraits de Marilyn, j'ai voulu traduire la lumière exceptionnelle qui transcende son visage, somme toute banal, mais aussi l'effort démesuré qu'elle fait pour devenir Marilyn. J'ai accumulé les dessins pour faire voir ce que Norma Jean va chercher en elle pour se transformer en Marilyn et saisir les moments Norma Jean pour les assembler avec les moments Marilyn. J'ai voulu traduire la tension de la lutte entre ces deux-là, Marilyn et la jeune Norma Jean. Son combat pour vivre une autre vie, pour grandir, pour être plus forte, pour être indépendante, pour faire face à la folie maternelle et à l'effrayante violence du monde masculin des producteurs hollywoodiens, de la mafia, de ses amants, Sinatra, Kennedy et les autres. Ce combat parle aux femmes des années 2020. Dans mon travail, les portraits de Marilyn rejoignent ceux de quelques figures iconiques qui ont entre elles bien des points communs. L'intensité de la vie et de la création, le destin tragique, la mort précoce. Anne Frank, Franz Kafka, Pina Bausch, Amy Winehouse. Mais parmi les photographies célèbres dont je ne voulais pas au départ, deux m'ont pourtant inspiré un dessin. La première photographie est d'André de Dienne. Marilyn, alors très jeune, pose en pensant à sa propre mort. La seconde est un atroce cliché de sa dépouille, volée par Lee Weiner à la morgue. Entre elles, il existe une extraordinaire similitude. En dessinant, j'ai mêlé la photographie éblouissante d'André de Dienne à celle de la morte aux cheveux brisés. Si j'ai eu besoin des deux pour ce dessin, c'est sans doute parce que je ne pouvais pas me confronter directement à l'horreur du cliché dérobé. Il y a pourtant une vérité nue dans cette photo volée. La vie de Marilyn est trash, loin de l'image de ces photographies volées. Le dessin est resté tel quel, équilibre impossible entre la promesse de l'aube et le cadavre. Nous, Marilyn, est une série de 36 portraits au crayon, 36 comme l'âge de Marilyn au moment de sa mort. Ce sont des portraits à l'arraché, pour essayer de saisir celle qui a été sans doute la personne au monde la plus photographiée de son temps et d'une autre, au point qu'on peut la voir progressivement se désagréger et presque se dissoudre dans ses dernières apparitions à l'écran. Merci. En fait, le travail de Anne Grouben dans ses dessins montre à quel point, aussi par la force qu'a le dessin par rapport aux autres arts picturaux, à quel point il est impalpable, insaisissable, et c'est ce que fait aussi Olivier dans son texte. Il n'y a aucune... comment dire, c'est peut-être la femme qui a été la plus regardée au monde, qui a été la plus désirée au monde,
qui a été envahi peut-être par le désir du monde et par le regard du monde. Et ce livre, je trouve, la respecte aussi bien dans le dessin que dans l'écriture, avec une pudeur qui est la marque un peu aussi bien de Anne que d'Olivier dans son style et dans sa manière de tourner autour de ce destin et par petites touches, sans rentrer dans quelque chose comme dans une matière. La matière, Marilyn échappe en fait, y compris dans ce que nous fait vivre la lecture du texte d'Olivier. Donc nous allons entendre un extrait, si tu veux bien. Le Fifth Helena Drive est une petite impasse nichée au cœur du quartier résidentiel de Brentwood, à Los Angeles. On y accède en s'engageant dans l'un des cul-de-sac de Carmelina Avenue, au fond duquel se trouvent deux maisons, celle de Marilyn qui correspond au numéro 12305 et celle de gauche. Un grand portail en bois blanc dissimule la propriété. La maison de type hacienda mexicaine forme un L et comporte un garage et un studio séparés du corps du bâtiment. Le salon donne sur une piscine ovale, plus exactement en forme de haricot, elle-même entourée d'une terrasse de briques. De l'autre côté de la piscine, un assez grand jardin sans vis-à-vis descend en pente vers une frondaison de cyprès, d'orangers, de bougainvilliers. C'est là que vit Marilyn Monroe depuis quelques semaines. Mais ce soir-là, Miss Monroe n'est qu'une petite femme toute nue, toute mince, qui titube dans sa nuit, qui a du mal à s'extirper du lit, sa tête tourne tellement. Elle marche sur la pointe des pieds pour ne pas réveiller Eunice, va vers la salle de bain en prenant appui sur des murs blancs, et paradoxalement, cet état qu'on pourrait qualifier de délabrement lui plaît, lui procure même un certain plaisir, malgré l'accablement qui l'envahit. C'est qu'elle a besoin de descendre, celle que l'on porte si haut dans les cœurs et sur les affiches de cinéma. Elle a besoin de chuter ce soir, de sombrer, de lâcher prise, de chercher et de toucher le fond. Elle a même besoin d'être sale et laide. C'est sa façon de faire, aller au fond du désespoir quand celui-ci se présente, devenir misérable, mourir à soi, oui, c'est ça, mourir à Marilyn, avant de rebondir. Jusqu'ici, elle a toujours rebondi. Comme le jour succède à la nuit, comme les ciels calmes et lavés suivent les orages, la joie chez elle a toujours remplacé les crises mortifères, ses œuvres noires. Elle a l'habitude maintenant, elle se connaît bien. C'est un mauvais moment à passer, se dit-elle. Et puis, si c'est trop douloureux, il y a les pilules. Elle s'assied sur le rebord de la baignoire et pense à cette maison, à peine meublée, sa première maison après toutes ces années d'errance et de combat pour survivre et construire l'autre, la Monroe, Miss Monroe comme ils disent. Home sweet home, elle y est. Elle se dit qu'elle devrait être heureuse et fière du chemin parcouru. Après tout, tant de gens n'ont pas sa chance. Comment ose-t-elle être malheureuse ou triste? Mais non, elle ne sait pas thésauriser le bien. Son caractère est malheureux et ça vient de loin. Toujours dans la salle de bain, elle se souvient. Elle se souvient des misérables meublés loués par sa mère Gladys pendant les rares périodes où celle-ci n'était pas hospitalisée. Elle se souvient des chambres dans les foyers d'accueil. Elle se souvient du petit appartement avec Jim, son premier mari. Elle se souvient du studio club sur Lodi Street, une de ses nombreuses pensions pour starlet. Elle ne s'appelait pas encore Marilyn Monroe. Elle se souvient des motels de West Hollywood, de quelques nuits terribles à dormir seule sur la plage, cachée, honteuse. Elle se souvient des appartements d'hommes riches dont elle a oublié les noms. Elle se souvient de la maison de Johnny Hyde, l'un de ses premiers agents et protecteurs. Il a été si gentil, dit-elle. N'a-je pas été ingrate avec lui? Ingrate, oui, peut-être. Mais il fallait bien que Marilyn vole vers d'autres cieux, toujours plus haut, ce qui veut dire abandonner, quitter. Elle se souvient des jours heureux chez Natasha Litness, sa première professeure d'art dramatique. Elle se souvient de toutes ses chambres et toutes ses suites dans les plus beaux hôtels de LA, le Bel Air, Beverly Carlton, Beverly Hills,
l'Argyle. Puis il y eut New York, d'autres appartements. Elle se souvient de la si chaleureuse maison des Green, puis le Waldorf Astoria, puis l'appartement de l'Upper East Side sur la 57e avec Miller, et enfin la ferme de Roxbury, là où elle fut peut-être la plus heureuse de toute sa vie. Elle se relève, s'asperge le visage d'eau froide, se regarde dans la glace, sourit avec nostalgie. Puis d'un coup, le sourire disparaît. Elle se souvient des chambres et des cellules dans les cliniques et autres hôpitaux psychiatriques. Elle se rend compte alors qu'elle ne peut pas se rappeler tous les lieux dans lesquels elle a vécu. Ce n'est même pas du nomadisme, c'est de l'errance, une course folle, une fuite des événements. C'est ça, une fuite des événements. Elle n'arrive pas à saisir les choses, la vie, les choses, même ce qu'elle ressent. Tout lui fuit entre les doigts, les hommes, les amours, l'argent, les bébés dans son ventre, les films, la jeunesse, les moments de gloire. Tout lui paraît intangible, fantomatique, improbable. Quelle est cette vie où tout s'évanouit sans cesse? Ou plutôt quel est ce réel qui n'a pas l'air réel? Je suis en train de perdre la réalité de la réalité, pense-t-elle. C'est pour ça qu'elle aime autant la photo. Avec la photo, quelque chose s'arrête et reste. Elle se regarde encore dans la glace. Mais qui est cette femme? Et surtout, que veut-elle? Comment l'apaiser? Quand on n'est jamais chez soi, vraiment chez soi, quand on n'a pas de chez soi, quand on se sent nulle part chez soi, on ne peut pas s'entretenir avec soi-même. On flotte. Et il n'y a aucune terre ferme. Mais là, ici, à Brentwood, elle a acheté cette maison. Et même si elle aurait préféré une maison sur le front de mer comme la somptueuse villa de ses amis les Lawford, elle est ici chez elle. Même si pour cela elle s'est endettée sur 15 ans auprès de la City National Bank de Beverly Hills. Peu importe, elle est pour la première fois chez elle. 210 mètres carrés pour 3 chambres et 2 salles de bain. C'est peut-être modeste selon les standards hollywoodiens, mais tout de suite, elle a beaucoup aimé le charme discret de cette maison aux murs épais et blanchis à la chaux, aux fenêtres surmontées de tuiles rouges et ornées de grilles de fer ouvragées, avec 2 cheminées, l'une dans le salon, l'autre dans la chambre principale. Je suis enfin chez moi. Ce devrait être une joie, un accomplissement. Mais non. Ce soir, elle n'arrive à voir que le vide, que le temps de cette lourde nuit qui passe dans une cruelle indifférence, avec la peur du lendemain, l'horreur du jour qui se lèvera forcément dans quelques heures, comme il l'a toujours fait, comme il le fera toujours, et les nouveaux films, les nouveaux rôles, et plaire et séduire encore, et tout ce cinéma, et tout le maquillage, et les vagues à quelques centaines de mètres, muettes, terribles, toujours ces mêmes vagues dont on ne sait ni ce qu'elles disent, ni ce qu'elles pensent. Merci. C'est assez représentatif parce que de ton écriture, parce qu'en fait c'est à la fois extrêmement documenté, avec beaucoup de faits avérés, réels, connus, et en même temps c'est une plongée dans, alors pas dans sa psychologie, mais dans une forme de... On a l'impression que c'est comme si tu t'identifiais à elle et que finalement il y avait un écho très profond entre cette descente qu'elle vit et ce que tu peux percevoir de ses émotions. Comment est-ce que tu as réussi à gérer la fiction dans la réalité de ce que tu sais et que tu connais de façon certaine? Mais ça, c'est la question aussi du rapport que l'on peut avoir, Anne ou moi, à Marilyn, depuis l'origine, depuis les origines presque. Parce qu'on a, je pense, Anne et moi, un rapport à Marilyn qui revient de loin, que l'on peut dater. Anne parle de l'émission de Michel Schneider, mais je suis sûr que pour Anne, ça remonte encore plus en amont. Et pour moi, c'est la même chose. Si je peux donner quelques éléments comme ça, je vais donner quelques éléments comme une piste, mais c'est très flou tout ça. C'est une toile d'araignée avec des fils invisibles. Et ça me plaît. Et puis je ne suis pas là pour tout résoudre non plus de mon rapport névrotique à Marilyn. Mais
Par exemple, moi, ça a commencé vraiment très tôt, à l'adolescence, quand par hasard, je suis tombé à la télévision sur Les Désaxés, qui était diffusé sur la dernière séance, cette émission de cinéma de film ancien. Et ça a été quelque chose que je n'ai pas compris, mais j'ai été complètement happé, omnubilé par ce film déjà, dont j'ai adoré la noirceur sans bien la comprendre. J'étais bien loin de savoir que je voyais là le dernier film hollywoodien, le film du crépuscule des studios. C'est un film sur une décrépitude, sur la mort d'un certain cinéma. Et c'est aussi un film, ça je l'ai compris plus tard, beaucoup plus tard, c'est un assassinat en direct, ce film, de Marilyn. Quand on le revoit avec cette idée, c'est flagrant. Donc il y a eu ça. Puis après, je suis resté avec ce fantasme. C'est là pour des accès. Ouais. Non, ça c'est une scène. Ça c'est un documentaire en fait, un reportage sur le mariage avec Miller. C'est juste après la cérémonie. Ils font une conférence de presse. Et ce qui est terrible, j'adore parler de Marilyn. On peut être là jusqu'à 2 matin. Ce qui est terrible avec cette scène, c'est que donc c'est un mariage, donc une journée solaire et radieuse. Et il y a eu donc ensuite, elle ne voulait pas faire de conférence de presse, mais Miller voulait absolument en faire une, et son agent aussi. Donc ils se sont transportés en voiture vers une maison, vers leur maison de l'époque, avec cette prairie et l'arbre, qui ressemble à l'arbre des Désaxés, mais c'est pas lui, mais c'est lui aussi. Mais c'est lui aussi, évidemment, qu'il a comme un fantôme qui prévient, qui annonce. Et alors, il y a eu une course-poursuite sur la route entre la voiture de Marilyn, des paparazzi, pour faire des clichés, et un des paparazzi ou photographes est mort. Il y a eu un accident de voiture. C'est l'histoire de Diane à l'envers. C'est l'histoire de Lady Di, déjà, et Marilyn a été témoin de ça. Et quand on revoit la conférence de presse, Miller assure, parle. Elle est complètement. Elle est en vrac. Elle a pris des calmants là, parce qu'elle a fait une crise de nerfs, donc elle est sous calmant. Et donc c'est une image extraite de ce moment-là particulier. Donc c'est pas Les Désaxés, ça. Non, alors Marilyn, alors ensuite j'ai toujours voulu écrire sur Marilyn et j'ai écrit beaucoup de choses. Même mon premier roman s'appelle Bohème et est paru en 2012. Juste avant Bohème, il y avait un autre texte en fait, qui aurait dû être mon premier roman. J'ai 80 pages, je n'en ferai rien je pense, mais je les ai. Et j'étais parti, je me suis épuisé, je ne suis pas arrivé en fait. Et j'étais parti sur une... Enfin j'ai eu, comme plein de gens, plein de passions, j'ai aussi une passion pour Diane Arbus, un photographe. Et en lisant à une expo à Londres, une expo qui s'appelait Revelation, une expo, on avait accès à ses carnets. Et en lisant les carnets de Diane Arbus, j'ai tombé sur une phrase, comme ça, une note de Diane Arbus. J'aurais voulu photographier Marilyn Monroe pour attraper ou capturer la mort dans ses yeux. Photographier la mort dans ses yeux. Alors chez moi, ça a fait comme une graine, en fait, un truc comme ça. Et j'ai regardé les dates. En plus, c'est 2 suicidés, même si le suicide de Marilyn n'est plus... Vous me coupez, hein, et donc j'ai regardé les dates et j'ai réalisé qu'une rencontre aurait été possible, bien sûr, mais elle n'a pas eu lieu, mais elle aurait tout à fait été possible. Alors, en plus, 62, c'est l'époque où Diane Arbus allait sur les routes avec les personnages de cirque et autres, les freaks. Ouais. Et donc j'ai rêvé qu'elle s'était rencontrée et que Diane Arbus capturait Marilyn, lui proposer un road movie comme ça pendant une semaine. On quitte tout et on prend la route, on prend une voiture et on traverse les États-Unis. J'ai moi-même fait la route entre Los Angeles et la Nouvelle-Orléans en voiture. Et donc j'ai refait le livre, c'était en fait ce parcours-là en fait. Et je n'y suis pas arrivé, puis mon premier roman est devenu Bohème. Donc Marilyn, c'est beaucoup d'avortements.
de début de création et avorté. Et bon, et puis Elle a avorté, Marilyn? Beaucoup. alors parfois certains livres disent 16 avortements, c'est plutôt une dizaine. C'est énorme. Monstrueux. C'est énorme. C'est monstrueux. Oui. Oui, oui. Et, plus les fausses couches, naturelles, bien sûr. D'accord. Donc non, elle n'a rien gardé. Bon, enfin. Et j'arrive à la fin, je vais répondre à ta question et faire le lien avec Anne. Et puis alors, en 2017, j'ai vécu une année d'introspection obligatoire parce que j'ai été agent de sécurité à Versailles. À Versailles, oui. Ce qui veut dire Beaucoup de être assis des heures durant toute une Et journée, ne pas s'endormir. ne surtout pas s'endormir, ne pas lire, ne Ouais, pas ouais. écrire, ne rien C'est faire. Donc en fait, on écrit dans sa tête et on pense. On pense. Et Versailles, c'est quand même plein de touristes du monde entier, asiatiques, américains et autres. Et le nombre de t-shirts Marilyn Monroe que je voyais passer dans les grands appartements, au bout d'un moment, j'ai remarqué, je me dis, mais c'est pas possible, c'est fou cette présence de Marilyn. Là, je le voyais, les touristes coréens, il y avait toujours un truc Marilyn quelque part, comme voilà. Et puis, en parallèle, j'assiste à une exposition, puis je lis les catalogues, une exposition sublime sur la mort de Louis XIV, qui est accompagnée d'un texte magnifique aussi sur tout le cérémonial de la mort de Louis XIV. Et là, dans ma tête, je sais pas avec les rêves, avec le temps qui passe, je me suis dit, il y a quelque chose d'aussi grandiose à faire avec la mort de Marilyn. Ça a été la petite graine. Et puis, ensuite, coup de pouce de l'extérieur, décembre 2019, le Silencio, la boîte, me propose une carte blanche pour m'occuper d'une soirée, d'une nuit chez eux. Carte blanche totale. Et aussitôt, Marilyn. Je me dis, on va faire une soirée Marilyn. Et une nuit Marilyn. Et là, Et donc là, je pense à réunir des artistes autour de moi. Et je pense à Anne. Anne, que je connaissais un petit peu, mais plus son travail que la personne, en fait, à cette époque. Anne, c'était particulier parce que moi-même, je me suis surpris. Parce qu'a priori, l'univers d'Anne n'est pas le glamour hollywoodien, n'est pas Marilyn, c'est pas le Poupou-Pidou. Mais en même temps, enfin, au final, avec le temps, je me rends compte ô combien c'est juste. Mais à l'époque, ça ne me paraissait pas si forcément juste. Et je propose, comme ça, du bout des lèvres à Anne, est-ce que tu ferais un dessin ou deux de Marilyn? Et Anne a plongé. alors à toi. Bah oui, j'ai T'as plongé. plongé. J'ai Comment plongé est-ce que- complètement. Alors oui, c'est vrai, Olivier, il a raison, parce que moi, j'avais adoré les films de Marilyn que j'avais vus. Vraiment. Mais ce que je connaissais, mon Amérique, j'avais une Amérique qui était plutôt celle de ma famille diasporique, à Manhattan, Woody Allen, enfin, c'était un peu ça, et je connaissais rien de l'Amérique du tout, et puis j'étais quand même, là où Olivier avait vraiment, de toute manière, raison, c'est qu'il avait vu que au fond, c'est le portrait qui m'a toujours animée. Depuis le départ, dès que j'ai pu prendre un crayon, c'était des bons hommes que j'ai dessinés enfant. Et puis ensuite, dès que j'ai pu davantage tenir être un peu délié, ce sont des gens de la rue, beaucoup d'autoportraits. Enfin, j'ai fait des centaines d'autoportraits qui étaient... Autoportrait. Ah oui, j'ai fait des centaines d'autoportraits. Oui. Est-ce que tu dirais que tout portrait est un autoportrait? Je dirais Aussi. que tout portrait est enfin en tout cas dans ce que comme je le sens, est une tentative
non pas de posséder l'autre, mais de se fondre, pour moi en tout cas, d'épouser sa forme, d'épouser son émotion, d'avoir le rapport avec ce que je peux ressentir de l'autre, et puis presque de m'effacer dans sa forme et dans l'émotion ou le choc qu'il procure. Et d'essayer effectivement de rendre à chaque fois ce choc premier présent. Donc en fait, je ne sais pas si vous remarquez que les dessins sont à chacun un vrai choc émotionnel. C'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas dans l'exposition, on est vraiment dans la palpitation extrêmement violente par moments. Extrêmement forte. C'est très fort. En fait, ces dessins, quand je dis la capture d'écran, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai effectivement regardé, repassé notamment effectivement cet entretien, et puis quand je sentais quelque chose quand j'étais atteinte, je cliquais et j'enregistrais. C'est ça la capture d'écran. En fait, c'est pas très clair dans mon texte, c'est maladroit, mais voilà. Là, j'arrêtais et je retenais. Je faisais vraiment une bibliothèque Marilyn, et petit à petit, donc quand j'ai commencé plusieurs dessins en même temps, c'est effectivement en une semaine, j'avais déjà 15 dessins, il y en a 36, mais j'avais déjà... et puis voilà, très très vite, en fait, en 15 jours, j'avais les 36 dessins. Et ensuite, il a fallu plonger vraiment dans le travail du dessin. C'est-à-dire, en fait, j'avais beaucoup d'images qui sont un peu floues, on distingue pas tellement bien, mais ce qu'il y avait, c'était d'arriver à chaque fois à revivre l'émotion. Et puis la perdre, la retrouver, le chercher, me dire, mais retravailler. C'est pour ça que certains dessins sont extrêmement travaillés. Le papier, je le fatigue beaucoup souvent. Parce que, je ne sais pas, il y a des dessins qui m'ont demandé un mois de travail, en fait, sur une petite feuille. Ce sont des dessins qui sont plus petits que ça. Ce sont des dessins qui font 14 sur 14. Donc, en fait, ils ont une charge de graphite, de crayon, qui est très forte. Je travaille avec des crayons qui vont de 2H à 12B. Donc, en fait, c'est une grande, large palette de noir. Et donc, ils sont beaucoup plus lourds qu'il me paraît. Donc oui, c'est beaucoup de temps passé là-dessus. Alors, avec l'idée que de toute manière, à 36 dessins, il fallait que j'arrête. Ça, c'était venu assez vite, ces 36 Et ça, c'est important, parce que le jour où tu m'as dit, c'est là, de mon côté, que le déclic s'est fait. Quand elle m'a dit, parce que je la voyais partir, moi, je me disais, mais je pensais bêtement à ma soirée au Silencio, mais qui n'a pas eu lieu parce qu'évidemment c'était en juin 2020. Tout s'arrête. Voilà. Je pensais à ma soirée, je prenais des nouvelles de temps en temps. Elle me dit non, je suis plongé, 10, 12, 4, 18. Ok. Elle m'a envoyé parfois des ébauches. Et puis un jour, je l'ai laissé travailler, puis je comprenais pas bien ce qui se passait. Et puis elle m'a dit, j'en fais 36. L'âge de Marilyn. Alors on comprend les 36. Et là, je me suis dit, il y a un livre. Il y a un livre. C'est là que je me suis dit, il y a un livre. Mais moi, ce que j'ai du mal ce qui me fascine... Il y a une expo, mais il y a un livre. Ce qui me fascine dans vos deux parcours avec vos deux œuvres, c'est comment vous avez réussi à finir. Parce que... À finir? Bah oui, parce qu'on n'a pas fini. Parce qu'il y a quelque chose. On n'a pas fini, mais justement, c'est ça. Est-ce que c'est un deuil pour vous, le fait que le livre soit C'est un peu toi qui nous a aidé à finir. Mais parce que tu as existé, parce que vous ça êtes s'est terminé. plongé aussi. tellement chacun dans cette fréquentation finalement de cette personne qu'on n'a pas envie de quitter. Ah oui, Est-ce que maintenant, moi, c'est pas dur? Si. Est-ce que c'est un deuil Si. d'avoir fini? Pour moi, ça se concrétise par 36 dessins 14 cm sur 14 cm qui sont à l'atelier. Des gens qui me disent est-ce que vous les vendez, tu les vends, est-ce que je voudrais venir à l'atelier, tout ça. Puis moi, l'idée que c'est ensemble. Ouais. Ensemble est encore pas
il n'est pas encore possible de le séparer. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, pour le moment, il faut qu'ils soient encore soudés. Pour te répondre aussi, Anne a la chance d'avoir le nombre, la force du nombre. Elle a une série de 36 dessins. Ça clôt. Et c'est un concept. Et c'est une idée forte. Ça clôt. Elle abîmerait si elle écrivait. Moi, en revanche, il pourrait y avoir d'autres textes. D'autres. D'ailleurs, là, ces jours-ci, parce que je commence à faire des lectures, et puis en voyant le livre, je vois le texte aussi. Et je vois tout ce qui manque. Je vois, mais j'ai pas parlé de ça, c'est vachement intéressant, ça aussi, ça non plus, ça non plus. Donc, il pourrait... 15 jours avant le BAT, il m'a quand même envoyé la dernière version. Non, 15 en jours, fait, 15 jours. Oui. Et là, t'en as pas prévu? Non, là c'est fini. Édition revue et corrigée, Je vais augmentée. écrire des choses sur Facebook, mais... Un prologue. Mais Non, mais c'est dur de si je finir. peux te dire une chose aussi, même si c'est pas vraiment ta question, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'Anne aussi. Il y a... le danger, quand je me suis mis à écrire, je voulais pas faire quelque chose, je voulais pas sombrer dans la psychologie. Mais c'est très tentant. Quand on connaît les rapports de Marilyn à la psychanalyse et ses problèmes psychiatriques, on va dire, psychologiques et psychiatriques, c'est très tentant. Donc j'ai essayé d'écrire un texte au maximum près des éléments, des heures, des jours, des faits, des micro-faits, une accumulation, une saturation. J'ai essayé de faire une liste comme ça de saturation de faits en créant une espèce de tourbillon, de vortex autour de l'heure fatidique de l'arrêt du cœur dans la nuit du 4 au 5. Du 4 au 5. Et, mais quand même, il y a un truc qui... je voulais pas d'un texte matérialiste non plus. Donc il fallait résoudre cette équation. Pas psychologie, mais pas matérialiste non plus. Comment faire sentir l'âme et les tourments de l'âme. Et donc, je suis parti sur cette idée de... Ça a été un gros déclic. Hein. C'est pour ça que je le dis, c'est un secret du texte. En fait, je suis tombé un jour... Je lis pas mal de choses de psychanalyse, de temps en temps, j'aime bien. Et je suis tombé un jour sur un psychanalyste qui parlait d'un concept qui venait plus ou moins de créer, de la fuite des événements. Alors ça parle de certains sujets souffrant de problèmes de psychose maniaco-dépressive, bipolarité, mais souvent des gens qui ont une enfance traumatique, ce qui est le cas de Marilyn. Et souvent des gens à la sensibilité exacerbée, la sensualité exacerbée, un peu érotomane, le cas de Marilyn. Donc en fait, je lisais ce cas, et progressivement, je voyais le portrait robot psychique de Marilyn. Et la fuite des événements, c'est fascinant, c'est quand on arrive à un tel degré de perte de ses moyens dans la vie, perte de repères, perte d'énergie aussi, de sens, et que ce n'est plus l'être qui est en fuite, la fameuse fuite en avant dont on parle généralement. Et le phénomène de fuite en avant, il est parti, on ne peut pas le rattraper. Là, c'est pas ça, c'est que le sujet vit les faits eux-mêmes, comme s'il fuyait. C'est la perte C'est pas- de réalité de la c'est- réalité. Mais C'est ça la vient déréalité. aussi de son métier, non? Comment? Et il y a le métier en plus, bien sûr, le métier qui aggrave les choses, évidemment. Le métier, puis Les le sorties de scène, hein, les fins de film. Oui, Oui. tout à fait. Oui. Ouais. Puis le métier, puis elle, C'est un tournage. c'est le métier d'actrice, mais c'est l'être star aussi. C'est-à-dire que Oui. c'est une vie privée qui est complètement dénaturée, qui est avec un rapport au réel qui est
vraiment perturbé, quoi. Et enfin, je suis même pas sûr d'avoir très bien compris ce concept de fuite et des événements, mais il m'a fasciné. Et c'est Et ce que exactement j'ai essayé ce d'écrire, que tu as c'est... dessiné. c'est- Elle n'a pas dessiné une star, elle a dessiné quelqu'un qui est justement dans Et cette on fuite. retrouve quelque chose de ça dans les Ouais, dessins d'Anne, Ouais. comme si elle était dans un monde qui vibre. Moi, je le vois dans la vibration de cette fuite des événements. Ouais, complètement. Il y a quelque chose qui est en train d'être happé ou qui s'envole ou qui s'évapore. Voilà. Comme moi. Et comme Oui, toi, il faut que tu t'évapores Oui. parce qu'il est 8h passé. joue bien Ophélie. Je suis désolée. Ouais, joue bien Ophélie. Marie, tu dois être là. Marie. Si vous allez me manquer. Oui, toi, tu es là. À tout à l'heure, comme on dit. Pensez au fait au vide. Marilyn parle beaucoup du vide, Oui, oui. de se sentir vide, qu'elle n'a rien à l'intérieur. Et en même temps, elle s'est constituée une enveloppe qui est à la fois protectrice en devenant Marilyn. C'est Norma Jean qui fait beaucoup d'efforts, qui devient un être qui est énormément travaillé parce que c'est quand même incroyable d'avoir, pour devenir Marilyn, en fait, quelques heures de maquillage à chaque fois. Et il y avait une chose aussi qu'elle raconte, c'est 4 à 7 heures. ouais, 4 à 7 heures de 4 à 7 heures de maquillage. C'est que, bon, elle est avec une amie, ou c'est une amie qui raconte ça, elle peut passer totalement indifférente dans la rue. Oui, c'est Truman Capote. Voilà, Ouais, et elle passe, elle marche avec quelqu'un, et puis elle dit, tu veux que... Et personne ne la remarque. Et tout d'un coup, elle dit, tu veux que je fasse Marilyn? Et elle change quelque chose juste dans son maintien, et tout d'un coup, tout le monde la reconnaît. Et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Là, Et elle jouait beaucoup de ça, beaucoup. C'est ce qu'on appelle la présence chez les comédiens, c'est-à-dire Oui. que tout d'un coup, il y a... c'est pas une question de représentation, Non, c'est une question de se connecter aux autres. Oui, Voilà. sûrement. Et dans ces cas-là, tu dégages quelque chose qui fait que tu rencontres les gens. Et qu'on te reconnaît, parce qu'on a l'impression, comme on dit, quand t'es pas connu, on te dit « Ah, mais vous me rappelez Oui, une voilà, comédienne, ou vous me rappelez quelqu'un. Et c'est ça. Quoi. Mais chez elle, la métamorphose, C'est elle est Ouais, immense, ouais. en fait. Beaucoup plus... Quand on creuse un peu et qu'on lit les choses, on est impressionné par ça. C'est... Il y a le maquillage, effectivement, tout ça, mais Ouais. c'est quand même quelqu'un qui était, Oui, oui. qui avait une espèce de mauvaise position du dos, de scoliose, voilà, qui se sentait maladroite, empotée, qui était bègue, totalement bègue, et qui s'est inventé une voix, et quelle voix? À la fin, c'était une voix totalement inventée, c'est-à-dire que cette voix langoureuse comme ça, cette façon de dire De cette chanter façon bon de anniversaire. cette façon de marcher, c'était aussi, il y avait ce problème. C'est vraiment l'huître qui fait une perle, Ouais. et elle a fait une énorme perle avec un problème, en fait, Ouais. avec des problèmes. Mais de temps en C'est temps, elle se fascinant. trouvait huître et complètement renfermée. Et régulièrement, Ouais. eh ben, ça s'effondre. Ça chutait. Ça Oui, chute, oui, ça oui. chute tout. Ça Pour chute faire une régulièrement. perle, il faut toujours des failles. Hein. Il faut toujours Oui, des... oui, bah, il faut un petit grain de sable, il faut La quelque base, chose, ouais. voilà, dans la chair. À la Et base, aussi, il y c'est avait un- cette, c'est un Ah, Mais grain chez de elle, sable, c'est hein. porté à son paroxysme. C'est Mm. ça ce qui est impressionnant chez elle, c'est le paroxysme. Les paroxysmes. Oui, et un des paroxysmes, c'est vraiment d'être une star mondiale, alors qu'à l'intérieur, elle est toujours Norma Jean, quelqu'un qui sort d'un milieu plus que modeste, en fait, et surtout complètement cabossé, avec l'orphelinat, avec les familles, Ouais, mais avec ça, le je mariage crois que- précoce, avec toutes ces Star à ces l'époque, choses-là. et Je crois que aujourd'hui, ça enferme davantage. Plus t'es connu, plus t'es enfermé. Quoi. Oui, mais avec, enfin, je dirais, pas les codes, quoi, de la célébrité. Je crois qu'elle se sentait même des fois vraiment toujours empotée en étant Marilyn, le corps de Marilyn, même bah, dans c'était la une présence, contradiction. quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il y avait c'est une une partie contradiction. d'elle qui voulait absolument Hollywood, et elle l'a eu. Elle l'a Et eu, puis, elle s'est et battue une autre, énormément, et enfin, l'autre incroyablement. partie qui sabotait tout ça. Et qui voulait jouer. Tu sais, son rêve était de jouer Groshenka.
Ou Tchekhov, Ah, elle voulait dans La jouer. Cerisée. Ouais, ouais. Elle voulait Oui, jouer oui, La oui, Cerisée. elle voulait, Ça faisait partie de ses rêves. Et Elle a elle joué avait... au théâtre? Non, Non, Jamais, non. elle a étudié, mais elle n'a pas Elle joué. a du tout. étudié, mais elle n'a pas joué au théâtre. Non, non. Elle n'a pas joué. Mais elle aurait... Moi, je pense qu'elle l'aurait peut-être fait. Ouais. Oui. Avec le problème qu'elle avait, qui était de ne plus mémoriser quoi que ce soit au théâtre, Oui. c'était vraiment la difficulté, autant au cinéma, avec beaucoup de brutalité de la part des metteurs en scène, on pouvait reprendre et lui faire redire, notamment sur les Misfits, ça a été monstrueux, quoi. La violence de ce tournage. Autant au théâtre, Oh, il y il en aurait a fallu il y en a vraiment d'autres qui ont qu'elle eu des se- problèmes. Hein. Il y a Brando, il y a Michel Simon, et bon, ils ont fait avec, mais c'était des hommes. C'était toujours des hommes. Mais ils ont fait avec, parce qu'il y a aussi, à force de répéter et tout ça, bon, il y a beaucoup de comédiens qui ont des problèmes d'apprentissage de mémoire. Oui, mais Oui, tu veux me poser une question? Tu as choisi comme pseudonyme Steiner, le livre s'appelle Le Ravissement. Le clin d'œil est un petit peu appuyé, je sais. Est-ce qu'on est dans la salle de bal de Estala et Oui. Voilà, c'est ça le. C'est C'est quoi ça. le jeu? Ça dont tu parles, c'est le lien Duras, Marilyn. C'est un lien Ou c'est toi le lien? plus concret et en même temps dilué. Donc je vais parler que de l'aspect concret de la chose. C'est que j'ai voulu faire à un moment donné, je voulais faire un film à partir du ravissement de Wolfenstein. Vraiment, c'était en 2008. Et je réfléchissais, j'ai buté toujours. J'avais un ami réalisateur qui me disait, mais bon, sois concret, hein, tu veux faire un film. Avec qui? Commençons par le casting. Alors je dis, Marilyn Monroe. je ne vois que Marilyn. Enfin, Marilyn serait. Voilà quelqu'un comme Marilyn, mais ça n'existe pas quelqu'un comme Marilyn. Donc voilà, je voyais que Marilyn pour jouer Wolfenstein. Aussi à cause de. Alors du coup, j'ai fait une émission de France Culture sur le ravissement. Et chaque fois que Duras parlait de LOL, du personnage de LOL, je reconnaissais Marilyn aussi. Et puis Duras aussi, de la même façon que j'avais lu cette phrase de Diane Arbus, Duras a écrit une seule fois le mot Marilyn Monroe à ma connaissance. Juste une phrase. J'aurais voulu filmer Marilyn comme star absolue. Pour ce qu'elle était, star absolue. C'est à peu près ça la phrase. Et donc voilà, ça m'a fait rêver, ça m'a fait fantasmer. Ça donne des pistes. Et finalement, j'ai fait un petit film comme ça, qui est sur Vimeo, où j'ai repris toutes les images, les plans tu l'as vu? Non? Oui. Tous les plans des accès, où Marilyn est seule. Ouais, moi je l'ai vu Je fais aussi. comme toi, j'ai fait des captures. Ouais, je l'ai vu aussi. Et donc quand le titre de ce texte, c'était évident que c'était le ravissement de Marilyn Monroe, mais aussi parce que c'est l'histoire il y a une histoire de ravissement, de rapt dans ce texte qui tourne et qui. Et oui, je dirais aussi, Et donc, tu le vois, dessin, ça, oui, en plus, ça correspond moi, en aussi, fait, enfin, il y a je quelque suis chose comme d'une ça. malhonnêteté totale parce que je dis dans ce petit texte où j'essaie d'un petit peu de dire comment j'ai travaillé, je voulais pas voler les photographes qui photographiaient Marilyn, mais en fait, moi, j'ai volé Marilyn, quoi. J'ai fait la paparazzi. Oui. En faisant les captures d'écran, j'ai cherché des choses que justement, Marilyn, quand elle travaille avec les photographes, elle décidait avec le photographe des poses, elle proposait, enfin c'était vraiment une création à deux, avec le photographe qui lui faisait vraiment, avait le regard, etc. Mais après elle regardait les planches contact et elle disait oui, non, ça non, je veux pas. Donc en fait c'est ça, elle avait une maîtrise vraiment de son image. Et là, non. Il n'y a pas de maîtrise possible, en fait, donc c'est pour ça que je suis un peu malhonnête. Il y a aussi du ravissement. Et puis sinon, une des... enfin, je terminerai là-dessus. Une des origines du texte aussi, tout à l'heure j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai fait un voyage à Los Angeles en 2009, en août. Et donc j'ai été
j'étais à la cérémonie annuelle qui a lieu dans la petite chapelle où elle a été enterrée. Et c'est là que j'ai rencontré des gens, des fans, tout ça, mais aussi quelques personnes qui l'avaient connue, qui étaient encore vivantes. Et notamment George Barris, avec le photographe de la fameuse scène de la plage de Santa Monica. La véritable dernière séance, en fait. Après la dernière séance de Bernstein, qui était une séance officielle pour Vogue, il y a eu cette séance privée. Avec sur la plage. Sur la plage, avec quand elle court et tout ça, ça c'est fin avec juillet. le drap 62. bain vert. Ouais, tout à fait. magnifique. Ouais. La serviette verte. Ouais. Ouais. Et George Barris m'a parlé un petit peu. Et ça m'a aussi donné envie d'écrire sur lui. Un petit, donc il y a des pages, il y a des passages sur ce Oui, moment-là. c'est important, ça, Ouais. bien sûr. C'est bouleversant. Petit monsieur rapport très qu'ils ému, avaient. très ému, très triste encore. Moi, ce qui m'a frappé sur les photos, je suis étonné d'apprendre le mécanisme, sur les dessins, le mécanisme pour les produire. Parce que j'ai cru au départ que c'était des photos de photographes que vous aviez retravaillées, repris. Alors, ça veut dire que même sur une capture d'écran toute moche, c'est Marilyn, quoi. Elle arrive invitée, bien sûr. quelque part photographiée pour rien. Quoi. Ben, non, mais oui. En fait, tout ce qui est image en mouvement donne une autre, permet encore de la réinventer d'une certaine façon. Mais elle aurait adoré ces dessins, tu sais. J'en suis sûr. Merci. Merci.